Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 13 de Parlons Constitution. Donc rapidement avant de commencer, je rappelle ce qu'est un point d'étape. Un point d'étape, c'est un point où on résume en fait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et aussi, pour la première fois dans les points d'étape, je vais donner à la fin de ce point d'étape, rapidement, les sujets qu'il nous reste à voir. Donc on commence tout de suite avec les aspects généraux de cette nouvelle constitution. Donc ça c'est ce qu'on a vu au tout début de Parlons Constitution. Donc l'État, pour moi, ça doit être un État avec une constitution écrite et l'objectif, c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Un État unitaire, décentralisé et déconcentré, même si je suis favorable à envisager plus d'autonomie. Aussi, pour moi, la souveraineté doit être nationale, même si elle appartient en majorité au peuple. Il faut aussi trouver un équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs. C'est ce qu'on fait tout au long de cette série. C'est un objectif général, un aspect général de cette nouvelle constitution que je propose dans Parlons Constitution. La hiérarchie des normes, pour moi, doit être celle-ci. Le bloc de constitutionnalité est au sommet de la hiérarchie des normes. Ensuite, il y a le bloc de conventionnalité, c'est-à-dire tous les traités, accords internationaux. Ensuite, le bloc de l'égalité, donc c'est la loi. Et ensuite le bloc réglementaire, les décrets, les arrêtés, etc., etc. Mais encore, la Constitution est dépendante du contexte. Oui, la Constitution, en fait, on peut dire qu'il y a un postulat, c'est qu'il existe une Constitution meilleure que les autres pour un contexte donné, mais le contexte, il est différent, il y a une Constitution meilleure qui est différente. Et donc ici, j'essaie de faire une Constitution meilleure, évidemment, je cherche à faire une meilleure Constitution, sinon ça sert à quoi de discuter de Constitution, évidemment. Donc pour un contexte donné, particulier pour la France, je suis français, donc je me place dans un cadre français, et afin de réaliser tel objectif, ici l'objectif c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Je sais que c'est un objectif assez vague, mais pour moi c'est un objectif qu'on doit toujours avoir en tête, et donc l'objectif de la Constitution, c'est de trouver l'organisation de l'État qui permet à tous de rechercher collectivement et aussi individuellement, en garantissant des droits fondamentaux, on y reviendra juste après, de permettre à tous et à chacun de rechercher le bonheur. Et donc pour cette constitution, quel type de régime? Et oui, c'est une question importante. Est-ce que c'est une démocratie ou pas une démocratie, une dictature, etc. Mais pour moi, c'est un régime à former. Il y a plusieurs inspirations dans cette constitution. La République, bien sûr, le régime directorial, l'oligarchie élective, l'aristocratie, l'épistocratie, la méritocratie, la technocratie, la dictature, la stococratie, la polyarchie, et évidemment les démocraties libérales, représentatives, délibératives, directes et semi-directes. Ça fait beaucoup d'inspiration, mais quand on les mélange, eh bien on peut trouver un nouveau régime, former un nouveau régime, parce qu'en fait, pour moi, il n'y en a pas un archétype, disons, qui est meilleur que les autres dans tout cela. Ils ont tous, bon si, il y en a forcément des meilleurs que d'autres, mais ils ont tous un intérêt. Et j'essaie de prendre un petit peu de chaque pour former quelque chose de nouveau, qui pour moi convient à la réalisation de cet objectif, mais évidemment, on est là pour en discuter. Donc on continue avec la garantie des droits fondamentaux. Il faut garantir des libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives. Je renvoie bien sûr aux autoritarismes et au totalitarisme du XXe siècle, qui ont malheureusement causé de nombreux torts au peuple du monde. Et la garantie des libertés et droits fondamentaux, c'est aussi pour protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Mais attention au risque de nomocratie constitutionnelle ou de constituant législateur. Aussi, on avait dit que je rejetais le droit naturel, je vous renvoie aux épisodes pour comprendre pourquoi, et pour moi les droits fondamentaux ne sont pas du coup supra-constitutionnels, ils sont constitutionnels tout simplement, même si bien sûr il faut une procédure spéciale de révision, une procédure de révision fondamentale, avec la majorité qualifiée du peuple, la même initiative que pour une révision constitutionnelle, un suffrage universel, direct, individuel, égal et secret, et les conditions de recevabilité sont le caractère général, impersonnel et bénéfique pour l'individu, avec une limite du nombre d'articles modifiables, donc je renvoie à l'épisode 17 pour les détails. Quel droit garantir? Eh bien c'est au peuple de décider. Et le juge constitutionnel, ainsi que dans une certaine mesure le juge administratif, sont là pour garantir le respect des libertés et droits fondamentaux. On avait vu ensuite les conditions pour être citoyen. D'abord, citoyen passif, entre guillemets, même si pour moi c'est un terme qui convient, c'est la nationalité française. Être majeur et sans interdiction en capacité d'exercer ses droits civiques. Un citoyen ensuite devient actif, s'il est citoyen d'abord, et qu'il a de l'intérêt pour le politique. Et comment est-ce qu'il a de l'intérêt pour le politique? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il en a? Avec le test de l'intérêt pour le politique, qui est un QCM parmi une liste de questions prédéfinies, donc avec un test et des questions et réponses accessibles gratuitement, j'insiste là-dessus, en mairie ou salle communale. Une éducation de base est aussi nécessaire pour que tout le monde puisse accéder à ce test et le réussir s'il en a vraiment l'intérêt, l'envie. La réussite à ce test permet d'obtenir l'attestation temporaire du test de l'intérêt pour le politique et de devenir citoyen actif, ce qui ouvre à quelques droits supplémentaires par rapport à la citoyenneté standard par rapport aux citoyens passifs.
La commission du test de l'intérêt pour le politique créée, puis révise les questions, réponses et explications du test. Elle est composée du président de la Cour constitutionnelle, de 5 juristes, 5 philosophes, 5 politistes, 5 historiens et un scientifique de chaque domaine scientifique tiré au sort. Elle se réunit tous les 5 ans pendant 1 an. Ces décisions sont prises à l'unanimité. Un RIC spécifique permet de dissoudre la commission, sauf son président, et un RICA, donc référendum d'initiative citoyenne active, permet d'abroger des questions du test de l'intérêt pour le politique. Après la citoyenneté, on avait commencé à voir le pouvoir législatif, et je ne vais pas tout vous redire, je vous laisse lire ce tableau qui résume ce qu'on avait dit sur le pouvoir législatif. Je précise quand même que la primauté de la loi unanime sur la loi ordinaire fait qu'elles ne peuvent être changées que par la Chambre des sages, c'est la loi unanime principale dominante, sauf, bien sûr, en cas de situation exceptionnelle, la procédure étant prévue dans l'épisode 23. Les travaux communs, bien sûr, entre toutes ces chambres, entre l'Assemblée nationale, entre la Chambre des sages, et aussi avec le Conseil scientifique, dont la commission de conformation de la loi au Conseil scientifique. Ensuite, l'élaboration de la loi. Alors ça, c'est une procédure assez longue, on l'avait bien détaillé dans un épisode très long quand même, on va le dire, donc dans les épisodes 26 et 27, bien sûr, 2 épisodes d'1h30 chacun presque. Bon bref, c'était assez long, mais au moins on a été complet. Donc la procédure d'adoption d'une loi, ici bien sûr ça dépend du type de loi, mais je vais prendre la procédure, disons, standard. Et attention aux exceptions des ordonnances à l'épisode 33. L'initiative d'abord, et oui, il faut initier la loi, initier la proposition ou le projet de loi, et ça peut être une initiative citoyenne. L'avis ensuite du Conseil d'État, plus large qu'actuellement, est possible ou obligatoire, notamment pour les projets de loi, où il faut également une étude d'impact. Ensuite, le projet ou la proposition de loi est déposé au Parlement, donc avec un délai avant discussion en séance, c'est fixé à l'ordre du jour, il y a aussi, on a fait parler bien sûr, des questions au gouvernement et des niches parlementaires, ce qui n'est pas à proprement parler l'élaboration de la loi, mais ça concerne quand même la loi et cette procédure-là. Ensuite, le travail des commissions permanentes ou spéciales, les amendements éventuels avec les conditions de recevabilité, dont l'irrecevabilité financière, on avait parlé de la suppression du vote bloqué, pour moi le vote bloqué, donc c'est une procédure qui est actuellement dans la Constitution française à l'article 44 alinéa 3, pour moi, il faut supprimer le vote bloqué, mais pas le 49.3. Le 49.3, pour moi, c'est une bonne chose, tant qu'on n'en abuse pas, évidemment, donc une fois par session à l'Assemblée nationale, est toujours possible pour les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale, etc., etc., et un temps pour une motion de censure qui est multiplié par 2 par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, pour revenir à ce qu'il y avait au début de la 5ème République, donc 48 heures. Maintenant que toute cette procédure est faite, on peut discuter en séance. Bien sûr, on a travaillé en commission permanente, on peut discuter en séance. Les nouvelles procédures de vote en commission et séance sont prévues à l'épisode 27, puisque j'ai prévu quelques modifications sur ces procédures. Il y a aussi d'éventuels préavis de veto ou veto scientifique, les procédures de levée de non-conformité et urgence étant précisées également. Donc ça, c'est des procédures que je vais pas rappeler ici, sinon ce serait beaucoup trop long. L'adoption ou le rejet ensuite peut intervenir par des votes, évidemment, toujours par des votes, et attention pour la loi organique, il y a des règles, des conditions pour le dernier mot qui sont différentes. La promulgation ensuite intervient s'il y a eu adoption avec les contreseins des ministres concernés, et publication au journal officiel de la République française, et bien sûr, la loi peut enfin entrer en vigueur. Le gouvernement et le président de la République maintenant. Alors on va faire très vite, le gouvernement, il dirige l'administration, la diplomatie, la force publique et militaire, et met en œuvre la politique de la nation, les lois et les politiques publiques. Les membres du gouvernement sont nommés, il y a les directeurs, les ministres, dont les ministres d'État, les ministres délégués, les secrétaires d'État, les hauts commissaires, et il n'y a pas de hiérarchie, du moins juridiquement, entre eux. Les chefs de gouvernement sont les 3 directeurs, nommés par le président de la République, ils dirigent et coordonnent l'action du gouvernement, proposent les ministres à nommer au président de la République, même si c'est une compétence liée du président de la République, c'est-à-dire qu'il doit nommer les ministres qui sont proposés par les directeurs, et il préside le gouvernement sur une rotation mensuellement égale chaque année. Donc ça c'est pour l'essentiel. Le gouvernement est donc le réel pouvoir exécutif comme dans les régimes parlementaires. Le président de la République, lui, on a vu les détails dans les épisodes 29 et 30, il est élu par la méthode Borda modifiée comme la moitié des députés, mais par contre par tous les citoyens, donc au suffrage universel direct. Le président de la République peut être révoqué, renversé par un référendum d'initiative citoyenne révocatoire à la majorité absolue des citoyens. Donc citoyens passifs, quand on ne précise pas citoyens actifs, c'est que ce sont les citoyens passifs, et bien sûr les citoyens actifs font partie des citoyens, évidemment. Son rôle n'est pas un rôle de chef du pouvoir exécutif, son rôle c'est d'être un chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. Le président de la République ne peut qu'assister au Conseil des ministres, c'est pas lui qui le préside. Il est là et il ne parle pas, il n'a pas le droit de parole au Conseil des ministres. Il est juste là pour regarder, pour observer, pour assister au Conseil des ministres.
Par contre, c'est un arbitre militaire et il dispose du feu nucléaire, c'est lui qui décide, bien sûr après consultation obligatoire de l'état-major militaire et politique du pays, mais c'est lui qui décide s'il y a feu nucléaire ou pas, c'est-à-dire que si on lance une bombe nucléaire ou pas. Ça reste un pouvoir important du président de la République. Maintenant, passons à leur responsabilité politique. La responsabilité politique et collégiale du gouvernement devant le Parlement, donc pas devant le président de la République. C'est donc un régime moniste. Il y a 3 procédures de mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement devant ou par l'Assemblée nationale, la déclaration de politique générale avec question de confiance facultative, toutes les deux, déclaration comme question, et le 49.3 aussi, donc une adoption d'une loi automatique, sauf s'il y a une motion de censure qui est votée juste après, dans les 48 heures. Et évidemment, la motion de censure qui n'a pas à être constructive, c'est le président de la République qui l'autorise ou la refuse, donc l'Assemblée nationale vote une motion de censure, et le président de la République dit « Ok, je l'autorise », et elle s'effectue donc, le gouvernement est renversé, ou le président de la République peut la refuser, et dans ce cas-là, le gouvernement n'est pas renversé. Attention, cette autorisation du président de la République n'est valable que quand c'est une motion de censure déclenchée par l'Assemblée nationale et non pas déclenchée par le gouvernement à cause d'un 49.3. Cette responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement se concrétise également dans le contrôle des actions du gouvernement par l'Assemblée nationale et la Chambre des sages, dont les moyens d'enquête dont il dispose. Concernant le président de la République, il n'est pas responsable politiquement devant le Parlement ou le gouvernement pour garantir son indépendance. Le président de la République, par contre, est responsable devant les citoyens qui l'élisent et peuvent le révoquer. La dissolution parlementaire est possible, mais que pour l'Assemblée nationale, donc une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il y a abus de pouvoir, incompétence, blocage, etc. Et c'est décidé par les directeurs, donc qui le demandent, mais en fait c'est décidé surtout par le président de la République, qui l'autorise ou la refuse. Donc demande par les directeurs, président de la République l'autorise, hop, dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République peut la refuser. Il ne peut pas jouer la montre trop longtemps et dire oui, je ne sais pas, non. Il doit prendre une décision assez rapidement pour l'autoriser ou la refuser. Bien, passons maintenant au pouvoir judiciaire. Quels sont les rôles du pouvoir judiciaire? C'est de faire appliquer et respecter la loi, c'est de sanctionner son non-respect, c'est de résoudre les conflits, de trancher les litiges, c'est de protéger les plus fragiles, les plus vulnérables, et c'est de maintenir la paix sociale, la société, maintenir une paix dans la société, maintenir la société et protéger les libertés individuelles, évidemment, ce qui est prévu déjà actuellement à l'article 66 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire est désigné de cette manière, ce sont des juges professionnels, donc sur concours, et il y a une indépendance, dont un statut protecteur, et un respect de l'état de droit, donc de nombreux principes, qui doivent s'appliquer. Aussi, ils sont nommés, officiellement et surtout pour les plus hauts postes, par un organe indépendant mixte, un tiers judiciaire, un tiers politique, un tiers populaire, donc ça c'est pour la composition de cet organe indépendant mixte. Mais il y a une exception à tout ça, ce sont les cours d'assises. En fait, pour les cours d'assises, il y a en plus un juré qui est tiré au sort, donc ça c'est pour le consentement populaire. Aussi, il est important de rappeler que l'ordre administratif existe en France, et moi je suis toujours favorable à ce qu'il existe en France, avec des règles singulières, même s'il est pleinement indépendant. Passons maintenant au référendum assez rapidement. La contradiction avec le mandat représentatif? Oui. Mais il y a une conciliation possible, je vous laisse lire, la nation des legs, différents rôles, pouvoir au peuple, parlement, et il faut éviter le référendum non décisoire. Ici, dans ce tableau, j'ai remis encore une fois les différents référendums qui sont pour moi importants, et les justifications de refus de référendum, par exemple, de refus de référendum législatif, et pourquoi. C'est un résumé sur mon avis sur les différents référendums. Est-ce qu'il faut plus de 2 choix pour les référendums? Oui, mais avec des conditions strictes, donc je renvoie à l'épisode 44. On avait parlé des initiatives citoyennes, donc sauf pour la consultation, et certains référendums locaux, donc là les détails sont dans l'épisode 45, ça c'est pour les référendums, ils sont par initiative citoyenne, donc tout ce qu'on appelle RIC ou RICA, si ce sont des initiatives citoyennes actives. Qui peut voter à ces référendums? En principe, les décisions sont politiques, donc usage de la raison, donc citoyen actif. Mais pas toujours, il y a une exception, c'est pour le contrôle du président de la République, pour protéger la citoyenneté et les droits fondamentaux, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 46. Une autre exception, ce sont les propositions de loi et les amendements citoyens. En fait, il n'y a pas de décision, ce ne sont pas des référendums, ce sont des propositions. Et donc, tous les citoyens peuvent proposer des lois et des amendements, bien sûr il faut remplir un certain nombre. Pour les consultations, qui peut voter, c'est au choix pour les autorités qui consultent, ils peuvent consulter tous les citoyens actifs ou les citoyens, mais en principe ce sont les citoyens actifs. Il y a un risque de plébiscite qui est limité par l'initiative citoyenne et les options plus précises pour les consultations. Mais il y a toujours un risque qui existe pour certains référendums locaux et consultations. Parlons maintenant du tirage au sort. Oui, je sais, on va très vite dans cet épisode, c'est normal, c'est pas un épisode, c'est un point d'étape. On balaye tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Le tirage au sort, faut-il y recourir? Pour moi, oui, mais uniquement pour choisir des groupes de personnes, soit parmi des personnes compétentes, comme pour le conseil scientifique, la commission du test de l'intérêt pour le politique, soit pour des avis, des groupes de réflexion, des propositions ou décisions moins importantes et techniques, ou soit si la représentativité est réellement essentielle, donc pour la constitution par exemple, notamment pour la constituante citoyenne, comme on l'a vu dans l'épisode 12. Oui, pour moi oui, mais pas pour tout, pour faire la loi c'est non. Ensuite, on a vu les élections, ce sont les derniers épisodes avec les modes de scrutin. Une liste plutôt exhaustive a été donnée dans l'épisode 49, mais pour cette constitution, j'ai retenu la représentation proportionnelle à scrutin de liste nationale à la plus forte moyenne avec un seuil de 4% pour les élections de la Chambre des Sages et de 50% de l'Assemblée nationale. J'ai aussi retenu la méthode Borda, modifiée, donc pour les élections du président de la République et de 50% de l'Assemblée nationale par circonscription et pour les votes dans les assemblées et pour les référendums avec une proposition systématique de suppression ou de rejet. Enfin, il y a le vote par approbation que j'ai retenu également. Pourquoi? Pour les votes à la Chambre des Sages, qui sont à l'unanimité des membres ou des suffrages. Donc on a vu les modes de scrutin, on a aussi vu qui a le droit de vote aux élections. Comme pour les référendums, le suffrage est capacitaire, enfin à peu près capacitaire, c'est l'intérêt pour le politique avec les élections à l'Assemblée nationale et à la Chambre des Sages qui sont uniquement par les citoyens actifs. Mais attention, l'exception toujours, l'élection du président de la République qui est élu par tous les citoyens, donc un suffrage universel, direct. Pourquoi? Pour la protection du peuple et de la citoyenneté. Le suffrage est direct dans tous les cas de toute façon pour l'égalité entre chaque vote, la simplicité, le consentement, et car il y a une confiance envers les citoyens, ils sont assez intelligents, raisonnables et légitimes pour voter directement pour leurs représentants. Enfin, il est important de rappeler qu'il ne doit pas y avoir de vote collectif, sauf une procuration d'une personne à une autre. Pourquoi? Car ça pose des problèmes d'influence et de représentation inéquitable à cause de figures d'autorité qui peuvent faire pression sur les groupes et donc sur des votes collectifs qui seraient manipulés par certaines figures d'autorité. On a ensuite vu qui peut se présenter aux élections, car oui, ce n'est pas tout de savoir qui peut voter, il faut savoir aussi qui peut se présenter. Pour se présenter, il faut pour moi être électeur, candidat, sans peine d'inéligibilité, ne pas être candidat dans plusieurs circonscriptions ou plusieurs listes, avoir un suppléant ou une suppléante, sauf pour le président de la République, et aussi avoir un compte de campagne. L'inéligibilité de certaines fonctions est également prévue, pour différentes raisons que je vais pas rappeler ici, donc pour les préfets, le défenseur des droits, etc., etc., il y a une condition plutôt, pour les élections locales, il faut résider dans la collectivité locale où on se présente, et il y a des conditions pour le président de la République, donc pour l'élection présidentielle, les parrainages citoyens, au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, j'accorde au moins 1% du nombre de parrainages minimum requis. Combien de parrainages minimum requis? 200 000, 300 000, j'ai pas fixé de chiffres exacts, ce sont des propositions, et il faut aussi que les candidats fassent des déclarations de situation patrimoniale et d'activité et d'intérêt auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et auprès de la Cour constitutionnelle. Faut-il compter les votes blancs et nuls? C'était le sujet du dernier épisode. Oui, pour les votes blancs. Pourquoi? Car le sens du vote blanc, pour moi, c'est le rejet de la question, le rejet des options, le rejet des candidats. Aussi, s'il y a une majorité de votes blancs, il faut rendre effective cette majorité. Donc on revote avec d'autres options. Sauf en cas d'élection à la proportionnelle, car ça pose d'énormes problèmes. Par contre, pour les votes nuls, non. Pour les votes nuls, on ne compte pas les votes nuls, car le sens du vote nul, c'est une erreur. Le sens de l'abstention aussi, on en avait parlé, et pour moi c'est la non-participation, donc on ne compte pas l'abstention. Évidemment, on peut compter le vote nul et l'abstention, mais seulement à titre statistique ou informatif, mais pas officiellement dans les résultats des élections. Pour terminer ce point d'étape, j'aimerais rappeler les bulletins types pour un vote à la méthode Borda. C'est quoi la méthode Borda? Je vous remets ça ici, voilà, vous mettez sur pause et vous vous souvenez ce que c'est. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, ou aller voir les épisodes qui en parlent, notamment celui sur les modes de scrutin. Je vous remets également l'exemple de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne, donc la proportionnelle, comme ça vous pouvez vous souvenir ce que c'est. Aussi, je vous remets le résumé de cette constitution, avec toutes les principales institutions qui concourent à cette constitution, avec les citoyens actifs, les citoyens passifs. Voilà, on a le test de l'intérêt pour le politique, on a les citoyens passifs qui le passent pour devenir citoyens actifs, on a le RIC des solutions, on a l'abrogation de certaines questions avec un RICA, on a aussi la procédure de révision fondamentale, on a la Cour constitutionnelle qui protège la Constitution, on a les élections par les citoyens actifs de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, et aussi les propositions de loi ou d'amendements qui sont possibles. Et on a aussi l'élection par tous les citoyens, donc les citoyens passifs, du président de la République, avec un RIC révocatoire s'ils veulent révoquer le président de la République. On a la nomination des directeurs par le président de la République, on a
les directeurs qui proposent les ministres et le président de la République qui nomme ses ministres, donc qui forment le gouvernement sur proposition des directeurs. Je rappelle que c'est une compétence liée. Le veto scientifique, bien sûr, du conseil scientifique, on le rajoute ici. Je peux pas tout mettre évidemment là-dessus, sinon ce serait brouillon, il y a déjà beaucoup de choses. On a aussi les différents contrôles de la Cour constitutionnelle sur le Parlement et sur toutes les opérations d'élection, etc., etc. Et aussi le contrôle du Parlement sur le gouvernement, avec les motions de censure, etc., etc. Je reviens pas dans le détail, je peux pas tout mettre ici, c'est pas possible. Le gouvernement aussi, par la voix des directeurs, peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais attention, le président de la République doit valider cette demande de dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a tout revu, j'aimerais vous introduire les prochains sujets. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait car il y avait beaucoup trop de sujets à venir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses, on a les principales institutions, on a leurs principales relations, mais il nous reste quand même beaucoup de choses à voir, et la prochaine fois, nous verrons les conditions pour un vote libre. Je vous remercie d'avoir regardé ce point d'étape, j'ai essayé de le faire court mais c'est assez difficile et je pense que pour les prochaines fois, je passerai beaucoup plus vite sur certains points en vous laissant juste lire si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous en souvenir, mais sinon on passera vite, puisque ça sert à rien de revoir 15 000 fois les mêmes choses, à force je pense que ça rentre. Donc encore merci d'avoir regardé ce point d'étape numéro 13, c'était Healthcare et à la prochaine.